La vidéo d'aujourd'hui c'est Q&A, donc ça va être moitié vlog training, moitié Q&A. Ton avis sur... Bah mon avis c'est que ça pue la merde. Pour le coup je vais pas développer 2 heures. Comment traiter l'obésité dans le monde quand on est jugé grossophobe de le dénoncer? J'ai jamais compté mes macros, jamais une seule fois. Je fais jamais d'étirement, je fais jamais de massage, je fais rien. Pour ta perte de poids, juste pour ta perte de poids, vaut mieux manger un Twix que de manger une tartine avec du saumon, un avocat et du Philadelphia dessus. Bonjour les amis, je suis tout content, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Comme me disait Ilia, ça fait 6 mois qu'on n'a pas travaillé ensemble. Tout ça pour vous dire, on est à Moscou, on a un joli samedi ensoleillé. Alors pour ceux qui me suivent sur Insta, on est dans le square que j'utilise souvent, que je mets souvent sur les réseaux, souvent en disant la solitude du playground. Donc on y est, ce charmant petit spot là qu'on va utiliser aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui c'est Q&A parce que donc durant la semaine je vous ai demandé 2 fois de me poser des questions. Il y a eu des belles questions qui donnent envie de se pencher un peu sur les réponses parce que sur Insta, on est toujours bref quand on répond aux questions. Donc ça va être moitié vlog training, moitié Q&A. Donc les amis, j'espère que vous allez kiffer. Ça fait longtemps qu'on vous a pas fait une petite vidéo à Moscou. Donc séance poids de corps, j'ai amené un petit TRX. Je me suis dit pourquoi pas. Ça va me permettre de faire de l'assistance et un petit warm-up. Voilà. Donc les gars, sortez les pop-corn. Je pense que ça va être une vidéo qui va être un petit peu longue. Je vais prendre le temps de répondre aux questions. Je m'échauffe tranquillement. Donc vous voyez les amis, là c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Et en fait il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a même des poids, 10, 15, 20 et 25 kilos. Il y a des barres un peu différentes. Il y a même un pseudo pec fly qui est assez sympa. Et puis il y a 2-3 choses que je vous montrerai après pour les abdos, qui sont un peu mes petits magic tricks. Donc là je fais encore 1 ou 2 séries d'échauffement. Donc en général, les séances où j'ai, on va dire, du jus, bon c'est samedi, c'est ma 4e séance muscu, plus 2 runs, 3 séances de vélo, donc autant vous dire que je suis un peu fried, mais voilà. Mais on va dire dans les grands jours, on est sur 10-12 tractions, 15-20 dips, entre 7 et 10 séries. Et on va dire que c'est un peu le corps de la séance et ensuite derrière ça part sur des variantes. Donc ça va être des tirages avec les petites barres là que vous voyez horizontales. Ça va être des pompes, pourquoi pas des tractions un peu différentes. Mais là je vais profiter du TRX que j'ai emmené. Et puis après je vous montrerai aussi 2-3 petites choses avec un disque. Tout ça pour dire qu'on peut vraiment sincèrement faire une belle séance haut du corps dans un environnement comme ça. À condition d'une, d'apprécier s'entraîner au poids de corps et de deux, d'avoir un peu les capacités physiques de s'entraîner au poids de corps parce que quand on débute on peut vite saturer et être un peu limité quoi. Ok les amis, première série. On va commencer avec la première question. Si tu voyageais dans le temps de 10 années en arrière, quel conseil te donnerais-tu? C'est chaud comme question ça parce que c'est typiquement pas une question que tu détailles en 1 minute 30 ou 2 minutes. Sincèrement, si je fais le retour en arrière de 10 ans, j'ai pas de regret de mon parcours. Je dirais même que tout ce que j'ai vécu ces 10 dernières années, c'est génial. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir fait d'erreur de parcours. Donc en fait, je me dirais, fais ce que tu as toujours fait, la manière dont j'ai toujours fonctionné, à savoir de suivre mon instinct finalement. Parfois, je dirais même souvent, en dépit de ce que mon entourage pouvait me conseiller, amis proches, parents, etc. D'écouter cette petite voix qui au fond de moi me disait t'inquiète pas Vin, ça va aller. Ou si tu le sens, fais-le. C'est vraiment ça plutôt, c'est si tu le sens, fais-le. Toutes les décisions que j'ai prises, je les ai toujours prises parce que je le sentais. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand j'ai ouvert ma salle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'avais pas d'expérience. Ça s'est même fait un peu sur un coup de tête, sur un défi. Au fond de moi, je me suis dit, ça va le faire, donc je l'ai fait. Et quand la décision
j'ai pris la décision de vendre ma salle pour partir à l'étranger, et ben je le sentais aussi. Pourtant Dieu sait, je l'ai déjà détaillé, je vais pas parler de ça aujourd'hui, mais je suis parti dans un contexte où c'était compliqué. J'allais être papa, le pays dans lequel je partais venait de rentrer en guerre, etc. Mais j'ai quand même continué d'y croire et de me dire c'est pas grave, ça va le faire. Donc voilà, donc on verra les décisions que je vais prendre dans le futur, mais j'espère que j'aurai toujours cette petite confiance en moi et ce côté suis ton instinct. Si je peux vous donner un conseil à tous pour répondre à Sylvain, c'est continue de suivre ton instinct et les gars, essayez de faire pareil. Tap, 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 tap. Bon, normalement je me fie au récup sur la montre. Après, comme je l'ai déjà dit, les séances poids de corps, j'aime bien avoir un peu ce fonctionnement au ressenti. Vous voyez là, je suis un peu à court de souffle, c'est normal, ça fait finalement 25 reps. C'est du poids de corps, c'est dur, c'est coûteux. Il y a deux critères, il y a est-ce que je sens que la congestion redescend un peu, je peux repartir, et il y a est-ce que j'ai récupéré mon souffle. Mais j'ai quand même lancé un chrono, et en général c'est toujours un peu pareil, c'est entre une 30 et 2 minutes. Alors, deuxième question, tu gères comment ta diète, tu comptes les macros? Merci. J'ai 38 ans aujourd'hui, 20 ans derrière moi d'entraînement, un peu plus. J'ai jamais compté mes macros, jamais une seule fois. Je pourrais même pas réellement te les lister, c'est-à-dire que si je peux te dire que je suis tous les jours entre, allez, peut-être 180 et 220 grammes de prod, quoi, tu vois, grosso modo, mais c'est tout ce que je peux dire. J'essaye d'avoir les fats quand même en dessous de 100, mais j'y suis pas toujours parce que comme vous le savez, si vous me suivez de près, je bouffe pas mal de merde. Et là, en fait, là, je suis dans un séjour à Moscou, vous l'avez compris, et je suis un mois en dehors de chez moi. Ça veut dire un mois sans accès à une cuisine, ça veut dire un mois sans me faire à manger, ça veut dire un mois en déjeunant tous les matins, soit dans ma chambre, quand je déjeune très tôt avant de faire du cardio, soit à l'hôtel. Et pareil, midi et soir, c'est room service ou alors des salades que je m'achète dans des supermarchés, etc. Alors après, vous allez me dire, on peut compter les macros, hein. Mais dans une idée où je voudrais par exemple des sources de carbs saines, ça veut dire des pommes de terre ou du riz, tout ça, faudrait que je me les fasse cuire. Évidemment, je peux pas me les faire cuire. Donc je compte pas mes macros, je fonctionne au poids, donc à la balance, et puis à l'aspect le matin. Et surtout, j'essaye de manger en bonne intelligence, et je pense que c'est ça le conseil principal quand même pour vous, c'est il y a la dépense énergétique quotidienne et il y a le carburant qu'on met dans notre réservoir pour faire face à cette dépense énergétique quotidienne. C'est-à-dire que là, pour faire clair, en ce moment, j'ai augmenté mon niveau de cardio, enfin j'ai repris le cardio tout simplement, et donc je fais au moins 4 jours par semaine, 2 séances par jour, une séance de cardio, une séance de renfo, de muscu. Donc sur des jours comme ça, déjà je pense qu'en calories consommées pendant le sport, plus je marche beaucoup, je prends pas trop le taxi à Moscou, j'essaie de pas trop le prendre. Donc je pense que je crame déjà 2000 calories de sport par jour. À ça, vous rajoutez ma consommation liée à mon métabolisme de base, etc. Donc je fais en fonction en fait. Sachant que j'essaye un peu de sécher, on va pas se mentir, c'est l'été. Je suis à la plage dans un mois. Donc j'aimerais perdre du poids, et pour tout vous dire, le fait d'avoir repris la course, d'avoir repris beaucoup le cardio, ça me donne énormément envie de manger du sucre, et ça me donne du coup énormément de fringales et envie de manger des conneries. Et du coup là très 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 sincèrement, je perds pas de poids et ça m'agace un peu. Ce qui veut dire que je mange trop, tout simplement, faut pas se mentir. Quand on fait autant que ce que je fais en ce moment et qu'on bouge pas, quand je dis on bouge pas, c'est-à-dire que j'aimerais tous les matins en ce moment avoir perdu 200 ou 300 grammes. C'est pas le cas. Ça veut dire que je mange trop. Donc c'est à moi de ralentir et de lutter avec les petites fringales, quoi. Ok, troisième série. Chop, 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 chop. Ah. Franchement, je vais me répéter. Le poids de corps, c'est ouf. Je sais pas si vous voyez la congestion. Question suivante. Consommes-tu des compléments alimentaires? Alors oui, j'en consomme pas mal. Enfin, pas mal. Non, je dirais même fourchette basse. Je vais faire une vidéo dédiée que je ferai très certainement avec mon téléphone portable dans les prochains jours. Donc je vous invite à rester connectés parce que je vais tout simplement, là je les ai pas avec moi, je voudrais vous montrer les boîtes, vous expliquer un peu le pourquoi du comment, à quelle heure je le prends. Donc je vous ferai une vidéo que je vous inviterai à aller voir tout simplement, ce sera une vidéo dédiée. Alors, Sol Campbell, intensité ou surcharge progressive pour prendre du muscle. Pourquoi dissocier les deux? C'est-à-dire que, alors maintenant je sais que le science-based training veut que, on va vous dire, tu as fait 4 séries en def couche à 90 kg la semaine dernière, si tu fais 4 séries à 92 la semaine d'après, tu progresses donc tu prends du muscle. Oui, mais selon moi, dire ça en le dissociant de l'intensité, ça marche pas. C'est-à-dire que si ton 4 séries à 90 et ensuite à 92, tu le fais avec un RPE qui est trop en deçà de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire sur des séries de 10, on estime qu'il faut un RPE entre 6 et 10, quoi, vous voyez, vous n'allez pas spécialement prendre du muscle. Et moi, la manière dont je me suis toujours entraîné, avant même que la science ne s'en mêle trop, il y a cette espèce de new wave maintenant qui aurait tendance justement à privilégier le tout doit être quantifié, tout doit être mesuré, tout doit être quantifiable, tout doit être mesurable, alors que un truc que vous ne devez jamais perdre de vue, les gars, c'est que l'intensité primera toujours. C'est-à-dire que, pour faire clair, vous prenez
connais deux individus, il y en a un qui s'entraîne un peu à l'instinct, à la sauvage, en mettant une intensité de zinzin versus un mec qui s'entraîne de manière très scientifique, très méthodique, mais toujours en deçà de ce qu'il devrait faire, et ben celui qui progressera le plus, c'est pas celui qui a un entraînement qui est calibré et qui a mis une semaine à planifier ses 6 semaines d'entraînement. Celui-là, il progressera moins que celui qui met énormément d'intensité et qui mange correctement / suffisamment. Donc moi, je te dirais, plutôt que intensité ou surcharge progressive, je te dirais intensité et surcharge progressive. Pourquoi je ne cours plus ? Donc le pourquoi je cours quasiment plus, c'est pourquoi je courais quasiment plus déjà, parce que là j'ai repris. Pour la faire court, l'année dernière 2025, j'ai beaucoup couru. Je dirais 2024-2025 et les 8 premiers mois de 2025, j'ai beaucoup couru. Quand je dis beaucoup, c'est que fin de l'été, fin septembre, j'avais un peu plus de 2000 km totalisés, donc c'est quand même pas mal. Et j'ai beaucoup couru sur tapis et selon moi, ça m'a beaucoup inflammé les tendons d'Achille. Je faisais surtout énormément de séances de vitesse, donc du tempo, mais quand même assez rapide. J'étais les dernières semaines à 3,50 du kilomètre sur 5-6 minutes, 5 séries, 2 fois par semaine, etc. Donc je me suis quand même pas mal, je pense, baiser les tendons à un point où toute l'automne et tout l'hiver 2025-2026, je marchais littéralement le matin comme ça, quoi. Vous voyez, je marchais vraiment, j'arrivais pas à avoir de flexion de cheville du tout, ni d'extension. Quand je touchais mon tendon comme ça, juste de le toucher en l'effleurant avec mon doigt, ça me faisait super mal. Donc en fait, j'ai arrêté de courir. Alors ce qui est un peu, l'erreur, c'est pas d'avoir arrêté de courir, c'est de pas avoir fait de rehab finalement correct. Surtout que les protocoles, je les connais, on les connaît, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, dont Rudy Koya par exemple, etc. Comme j'ai toujours un peu fonctionné comme ça, en étant un peu tête dure, et je pense être de bonne composition, je touche du singe comme on dit. Enfin vous le savez, j'ai jamais dédié de temps à ma récup, je vais jamais chez le kiné. En moyenne, je pense que j'y vais 2 fois en 3 ans. Je fais jamais d'étirement, je fais jamais de massage, je fais rien. Je me suis toujours un peu fait confiance, un peu comme Wolverine quoi, si vous voulez, je vais guérir tout seul. Sauf que l'âge n'aidant pas, 39 ans dans 3 mois, bah voilà, les inflammations se résorbent un peu moins. Et du coup, bah, je traîne toujours un peu ces tendinopathies. Ça va un peu mieux, mais je sens que je peux pas faire le fou, je sens que je peux pas reprendre trop les séances de vitesse, etc. Si vous me suivez, vous avez vu que j'ai repris la plio pas mal, donc finalement j'ai repris pas mal l'entraînement des tendons d'Achille, je dirais, et ça va un peu mieux. Je pense que j'ai regagné en rigidité, en tonicité, et je sens que ça m'aide. C'est-à-dire que je l'ai pas fait pour ça, mais je sens que d'avoir rajouté du travail d'explosivité, du travail de pliométrie, finalement m'aide à guérir en parallèle de la course à pied. Donc là j'ai repris la course, ça fait 3 semaines en parallèle du vélo, et écoute, je touche du bois que je puisse continuer, en essayant de plus faire ce que j'ai fait l'année dernière, à savoir parfois de faire 50, 60, 70 km par semaine, parce que c'est peut-être un peu abusé. Donc je disais, le cardio, c'est vraiment le juge de paix les gars. C'est vraiment de savoir où on en est. Là, 5 séries de 10 tractions pronation, 15 dips, donc ça fait 75 dips, 50 tractions. Donc maintenant les gars, je vais passer sur d'autres tractions. Je vais me mettre en supination, en L-sit, pour avoir un petit travail de la sangle abdominale. Et ensuite, je pense que je vais faire un peu des pompes, un peu plio, vous allez voir. Alors, question suivante. J'en profite les gars, petite interlude. Abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est un long process YouTube, ça demande du temps, ça demande de l'investissement quand même, de payer tout ce qu'il y a à payer autour d'une vidéo. Ça fait longtemps que je n'en ai pas sorti, depuis le mois de mars, depuis la dernière où justement j'étais chez mon ami Rudy Koya. Si vous voulez qu'on refasse des vidéos les gars, si vous voulez que je refasse des podcasts aussi, juste je vous demande qu'une chose, c'est abonnez-vous, mettez un petit commentaire, un petit pouce, c'est tout. C'est pas grand chose, mais pour moi et pour n'importe quel créateur que vous suivez, c'est beaucoup. Alors Jérém Denner, comment gères-tu les décalages horaires, nuit, voyage, niveau récup? Bah écoute, je gère comme je peux. Bon après, la plupart de mes voyages se font entre Dubaï et la Russie. En été, il y a 1 heure de décalage et en hiver, il y a 2 heures. Donc, je dirais que ça va. Vous voyez, c'est pas la fin du monde. Après, c'est un peu comme je vous ai dit juste avant. Moi, j'ai un peu toujours ce parti pris de... C'est pas cette image-là que je veux renvoyer, mais de marche ou crève, c'est-à-dire de ta situation professionnelle à l'heure actuelle, elle est comme ça. La mienne, la vôtre, c'est ceux qui me regardaient parfois. Ou tu t'en sers comme une excuse pour dire, ok, purée, là, je voyage, je prends l'avion, j'ai fait un vol de 7 heures. Bon, il va me falloir 24, voire 48 heures pour m'acclimater. Je vais pas m'entraîner pendant 48 heures, ça sera mieux. Ou alors je vais... En fait, je raisonne pas comme ça. Ça veut pas dire que je m'écoute pas, je m'écoute. Par exemple, c'est pour vous donner un exemple, si j'atterris à minuit, que je récupère mes valises 1h30 après, que je suis à l'hôtel encore 1 heure après, que je me couche à 3h du mat, je vais pas me lever à 6h pour m'entraîner le lendemain. Faut pas être débile, ça sert à rien. Je prépare pas d'échéance. Ça aurait aucun intérêt à part m'enterrer au niveau fatigue. En revanche, si je vole le matin, que j'atterris à 14h, que je suis à l'hôtel à 16-17h tranquillement, il n'y a aucune raison qui fait que je pourrais ne pas m'entraîner le lendemain, sauf si je suis malade, que je sais pas, moi j'ai chopé un virus gastrique pendant le voyage ou des choses comme ça. Mais sinon, c'est pas parce qu'on a pris l'avion
la veille qu'on peut pas s'entraîner. Donc le décalage, je le gère comme ça. Après, quand je fais des voyages ou que j'ai fait des voyages un peu plus longs avec des plus gros décalages horaires, j'adapte, mais moi j'essaie quand même de bouger, de rester dans un mindset un peu conquérant, si vous voulez. Encore une fois, c'est vraiment la manière dont on voit la vie, et c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans une conférence de Mike Horn, c'est le verre d'eau, il est ni à moitié plein ni à moitié vide, il est comme il est. Et en fait, c'est vraiment ça, je pense, qui guide ma vie, et c'est peut-être un bon conseil pour vous. J'essaye de pas être trop donneur de leçons, mais je dirais que, encore une fois, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, j'ai des amis qui ont eu des enfants récemment ou qui vont être papa bientôt. On sait que la maternité, évidemment, bien encore plus. Gros big up aux mamans. En fait, voilà, quand on vient d'avoir un enfant, c'est pas facile. On accompagne un peu sa femme pendant les nuits, si elle allait, etc. On donne le biberon. Mais est-ce que tout ça, c'est des raisons qui font qu'on ne devrait pas s'entraîner? Non, je pense pas. Il y a les conditions du moment. Parfois, elles sont optimales. Parfois, toutes les planètes sont alignées. On a la chance qu'au boulot, ça se passe bien. On a la chance que dans notre couple, ça se passe bien. On a la chance d'avoir un enfant qui dort, etc. Et parfois, ça se passe un peu moins bien. On a un souci familial. On a un travail qui nous contrarie, qui nous prend la tête. On a un enfant qui fait passer une nuit, etc. Mais comme parfois je le dis, c'est est-ce que quand on a un pan de sa vie qui prend un peu l'eau, est-ce que c'est une raison pour laisser couler le bateau? Est-ce que finalement, vous savez, c'est un peu l'image des pirates dans Astérix, ils voient les Gaulois arriver, et ils coulent le bateau plutôt que d'éventuellement l'affronter, parce que eux ils partent perdants, ils savent qu'ils vont ramasser. Mais vous, c'est pareil, vous savez que les conditions sont difficiles, mais essayez quand même de faire flèche de tout bois plutôt que de vous laisser submerger finalement. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de poids de corps. J'en fais un peu ci et là à Dubaï, mais de manière vraiment assidue comme je l'ai fait l'année dernière. Ça fait un moment, là, cette routine-là, je dirais que l'année dernière, avant l'été, c'était vraiment ma routine pendant 2-3 mois. Et alors, avec tout le cardio que je faisais, comme je l'ai dit précédemment, et je mangeais vraiment bien, j'avais vraiment séché, j'avais vraiment, je pense, une body comp qui était peut-être une des meilleures que j'ai eues dans toute ma vie l'année dernière. Et je faisais pas beaucoup de salles, je faisais beaucoup ces entraînements-là. Et j'ai jamais eu une congestion comme j'avais l'année dernière, une vascularisation comme j'avais l'année dernière, un galbe, etc. Et là, ce que je vous montre là, les gars, c'est vraiment le go-to que vous pouvez garder si vous voulez vous faire une congestion de zinzin, de l'espace sur le haut du corps. Alors, comment traiter l'obésité dans le monde quand on est jugé grossophobe de le dénoncer? Alors ça, c'est une question, c'est compliqué de répondre à ça. Je vois passer beaucoup de choses en ce moment sur Insta qui dit, vous savez, parce qu'il y a eu un peu une trend, je dirais 2020, 2021 jusqu'à l'année dernière sur, justement, voilà, de dire que quelqu'un est en surpoids, on était traité de grossophobe. Faut pas oublier, les gars, que le surpoids, c'est quelque chose qui n'est pas sain pour un organisme, qu'importe le sexe, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas sain. Vos organes vitaux ne fonctionnent pas correctement, vos hormones ne fonctionnent pas correctement, du coup rien ne fonctionne correctement, vous ne dormez pas correctement, votre sudation n'est pas régulée correctement, votre libido n'est pas adéquat, tout votre clarté, en fait rien ne fonctionne correctement quand vous êtes gros, quand vous êtes en surpoids. Cette fameuse phrase qui est un peu sur les réseaux depuis quelques années de nanana et c'est ok, donc en gros je suis obèse et c'est ok, on ne devrait pas dire et c'est ok. Et ce que je vois passer, ce que je voulais dire, c'est que depuis que les peptides pour la perte de poids ont un peu fait surface, explosé, etc. et sont dans l'industrie, et comme beaucoup de gens le disent avec du sarcasme, depuis qu'il y a des peptides pour perdre du poids, l'obésité n'est plus ok ou n'est plus mise en avant ou mise en valeur ou défendue de la même manière. Ça veut bien dire quelque chose, c'est qu'en fait, les gens qui n'avaient peut-être pas la capacité mentale, la force, la volonté de perdre du poids, parce que ça demande des sacrifices, parce que ça demande de la rigueur, de la volonté, de la discipline, et maintenant qu'il y a des raccourcis pour accéder à cette perte de poids, pour s'affiner et puis du coup finalement être en meilleure santé, ces gens-là ne défendent plus de la même manière l'obésité. Donc moi ce que je te dirais, c'est tout le monde a le droit de vivre, sincèrement tout le monde a le droit de vivre. Moi par contre à titre perso, ce que j'aime pas, c'est quand on est une minorité quelle qu'elle soit et qu'on voudrait en faire une norme. Qu'importe, alors là j'ai pas envie de rentrer dans des débats sociologiques sur ma chaîne YouTube, c'est pas l'idée, mais je vous donne quand même un petit coup de mon point de vue, c'est que qu'importe nos convictions, qu'importe ce qu'on fait de notre cul, qu'importe dans quel lieu de culte on va, peu importe, je n'aime pas qu'on veuille en faire une généralité et qu'on veuille tout le temps ramener ça sur la table à la moindre occasion. Et donc si vous êtes bien dans votre peau en tant qu'obèse, en tant que personne de 140, 150 kilos, vous vous trouvez bien dans la glace, que vous avez pas de mal à enlever votre t-shirt s'il y a une après-midi piscine, ok, c'est très bien. Par contre, vous pouvez pas en vouloir aux gens de vouloir être en bonne santé, de vouloir faire attention à leur physique, et vous pouvez pas traiter d'égocentriques ou de malades mentaux les gens qui font attention à ce qu'ils mangent, qui font de l'exercice physique sous prétexte que vous n'avez pas la discipline et la force mentale de vous y astreindre.
quel est pour toi le sport individuel le plus éprouvant physiquement? Alors j'ai pas pratiqué tous les sports. De ce que moi j'ai pratiqué, je dirais définitivement le judo, la lutte. Après je dirais le MMA aussi quand même. En fait tous les sports où vous allez alterner des actions différentes extrêmement coûteuses. À savoir, si on prend l'exemple du MMA, donc vous allez avoir un affrontement à distance avec de la boxe et soudainement cette distance va être rompue par du corps à corps. Vous allez devoir lutter. Vous allez devoir lutter avec un organisme fatigué. Vous allez devoir lutter avec quelqu'un qui transpire. Vous transpirez, donc votre force de préhension n'est pas aussi bonne. Et en plus de ça, vous êtes dans l'hypervigilance, en plus du corps à corps, de ne pas vous faire emmener au sol et de ne pas en plus vous manger une tarte dans la gueule. Et si la distance reprend, vous devez immédiatement re-switcher et reparamétrer votre cerveau sur un affrontement à distance. Mais en même temps, vous assurez que l'adversaire ne casse pas cette distance pour vous mettre au sol, etc. etc. Bon, moi j'ai fait, comme je vous l'ai dit, beaucoup de judo. J'ai fait 15 ans de judo. Très physique aussi parce que pareil, en fait, c'est un sport de préhension. C'est un sport où pendant la durée d'un combat, la durée d'un randori, vous avez quelqu'un qui est sur votre dos sans cesse, qui essaye de vous mettre au sol, qui essaye de vous éclater. Et donc ça, c'est très coûteux. Mais après, je dirais quand même que tous les sports sont... J'ai fait du rugby. Le rugby, c'est extrêmement fatigant aussi. Après, en fait, comme tous les sports, c'est-à-dire si vous faites un sport sans y être habitué, sans avoir les habiletés motrices et techniques pour le faire, votre coût énergétique va être bien supérieur à quelqu'un qui est un pratiquant confirmé. C'est-à-dire que moi, je fais pas du tout de sport de raquette. Demain, je fais un match de tennis, je vais être épuisé parce que les appuis sont différents de ce que j'ai l'habitude de faire. Les déplacements sont différents. Le fait d'essayer d'être sur chaque balle, ça va me coûter une énergie monumentale parce que j'ai pas la lecture appropriée de la gestuelle de mon adversaire. Alors que quand vous êtes encore une fois un expert technique dans une discipline, vous pouvez diminuer le coût énergétique de chaque mouvement par de l'anticipation. Ce qui fait qu'on utilise beaucoup d'énergie sur un geste technique dans une activité physique quelle qu'elle soit. Donc au-delà de la fatigue cumulée qui se fait, c'est-à-dire que vous me prenez pas, si vous êtes footballeur international et que vous jouez la 87e minute d'un match, vous allez être épuisé, même si vous êtes Mbappé, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que quand c'est des sports avec un adversaire, ce que j'oppose par exemple à, je sais pas moi, l'athlétisme à 100 mètres, un lancer de javelot, et en fait quand on arrive à lire le jeu de l'adversaire, on anticipe et du coup on subit moins parce que le fait d'être en retard pour apporter une réponse gestuelle technique face à un geste, ça vous coûte beaucoup. Mais après je pense que quand même les sports de combat, de par l'intensité à court terme qui est générée, sont parmi les sports les plus coûteux, notamment encore une fois les sports de préhension. Ah, petite parenthèse les gars, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de séance, mais ça fait 1 mois et demi que j'ai repris le foncier, que j'ai repris le cardio assidûment, et ce que je note c'est que je récupère beaucoup mieux entre les séries. Et ça c'est ce que je voulais vous dire les gars, c'est une note importante, c'est que quand on est comme moi, qu'on aime beaucoup la muscu, qu'on aime beaucoup la fonte, on a toujours au fond de sa tête le côté de se dire si j'arrête le cardio je serai plus fort, je serai plus bœuf, je serai plus ci, je serai plus là. Je le sais, mais encore une fois ou deux par an, je fais cette erreur de me fourvoyer, de reprendre goût à 5 grosses séances de muscu par semaine en me disant fuck le cardio, je vais être plus fort, je vais être plus bœuf et tout. À chaque fois ça se termine de la même manière, c'est que je sens que je récupère moins bien entre les séries, c'est-à-dire là vous voyez, là je peux repartir là, ça fait 1 minute. Je récupère moins bien aussi entre les séances, c'est-à-dire que finalement en faisant pas de cardio, je me dis que je vais avoir plus de jus disponible pour les séances de muscu, mais finalement c'est l'inverse parce que je récupère moins bien entre les séances. Et du coup, je sens que je fais des séances moins qualitatives parce que je cumule plus de fatigue. Le fait de faire du cardio, surtout de la basse intensité, va vous aider à récupérer encore une fois intra-série et intra-séance. Évidemment, vous mettre des séances de VO2 ou de tempo 3-4 fois par semaine, c'est un autre débat. Là, vous allez rajouter de la fatigue systémique à votre organisme avec laquelle il va devoir dealer pour récupérer. Mais encore une fois, de la basse intensité, ça va pas vous faire maigrir, ça va pas vous faire régresser, ça va pas sacrifier vos séances jambes. Donc n'ayez pas peur. Croyez-en l'expérience d'un mec qui aime la fonte à crever depuis 20 ans. Valentin, comptes-tu faire une vidéo tournée vers les forces spéciales ou autres métiers dans le genre? Alors, pour la petite anecdote, c'est marrant, c'est que j'ai un petit appel ce soir avec un ami qui est dans un groupe très connu, groupe de forces de l'ordre d'élite, pour justement parler un peu de sa planif. Donc je vais lui demander si d'aventure il serait ok pour réussir à faire une petite vidéo, pourquoi pas avec lui, pourquoi pas dans leur base, on va voir. Alors je coach en ce moment à distance plusieurs personnes qui sont soit dans les forces de l'ordre, soit qui prétendent à rentrer dans le niveau d'élite de leur entité. Évidemment il y a des prérequis spécifiques, surtout à l'approche du concours, de la semaine de test, etc. Mais il y a aussi, vous savez, des fondamentaux à avoir. Et je sais que beaucoup font leur beurre, mais c'est des partis pris commerciaux que je peux comprendre. Mais beaucoup font leur beurre de... Moi, je suis spécialisé dans la prépa physique des forces spéciales. Moi, je suis spécialisé dans la prépa physique des pompiers. Moi, je suis spécialisé dans la prépa physique des boulangers, pâtissiers de 38 à 43 ans. Mais n'oubliez pas qu'il y a des fondamentaux, les gars. N'oubliez pas qu'il y a des prérequis de force, qu'il y a des prérequis sur les mouvements de base. Que ce que je fais là, c'est un prérequis. Qu'importe votre métier, qu'importe votre sport. Je dirais, si vous n'êtes pas capable de faire 10 tractions strictes et 30 pompes, de faire ça 10 séries,
est-ce qu'on peut réellement déjà prétendre à entrer dans une unité d'élite? Non, je pense pas. Ou est-ce qu'on peut prétendre qu'on est un fitness athlète d'élite? Je pense pas non plus. Est-ce qu'on peut courir 5 km ne serait-ce qu'en 25 minutes? Est-ce que tu peux squatter au moins une fois et demie ton poids de corps déjà? Voilà, tout ça c'est des prérequis de base qui sont bons, que vous soyez gendarme, policier, que vous soyez rugbyman, que vous soyez judoka, combattant de MMA, peu importe les gars. Évidemment il y a du spécifique à faire, mais voyez ça, faites un pas de côté et voyez le big picture, à savoir développer vos skills de base avant de vouloir trop rentrer dans l'entonnoir et vous spécialiser, je dirais. Quelle fréquence par semaine est-elle recommandée pour prendre des jambes? Alors comme tout groupe musculaire, ce qui compte c'est comme la fréquence si on prend un plan hebdomadaire. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être capable de faire 2 séances de jambes par semaine d'intensité moyenne plus qu'une séance par semaine avec une intensité de débile mais qui derrière vous empêche de marcher et de reproduire cette séance ou une séance un peu différente 48-72 heures après. 72 heures c'est bien pour les jambes selon moi. 48 à moins d'être entraîné ou d'être un lifter très expert, c'est dur de récupérer. Ceci étant dit, et là c'est le mec qui s'est entraîné d'une certaine manière pendant 15 ans qui vous le dit, si vous voulez prendre des jambes de manière harmonieuse, oui il faut faire du squat, oui il faut faire des fentes, mais j'ai remarqué sur moi et sur des clients maintenant que de dissocier chaîne antérieure, chaîne postérieure, c'est parfois même souvent une bonne chose. C'est-à-dire de faire une séance à dominante quadri avec un peu d'ischio à la fin et 3-4 jours après de faire une séance à dominante ischio avec un peu de quadri à la fin. Ça c'est un bon moyen de combler d'éventuels déficits. Parce qu'il faut bien vous dire que si vous vous tuez au squat, même si vous me mettez lourd, etc., vous n'allez pas réellement prendre des ischios. Si vous vous tuez au deadlift en mettant lourd et en étant fort, vous n'allez pas vraiment prendre des quadris. Oui, vous allez prendre du volume, vous allez être buff, etc. Mais après ça dépend aussi de votre propension à être plus quad dominant ou ischio, enfin on va dire chaîne postérieure dominant. On peut très rapidement s'enfermer dans ce que moi j'aime et ce que j'ai toujours aimé, et parce que je me suis rarement au final soucié de l'apparence, mais j'ai toujours été plus dans je m'entraîne pour performer, pour parfait. Mais si on parle purement esthétisme, moi ce que je vous conseille c'est ça, c'est de faire une séance quad, un peu d'ischio à la fin, une séance ischio, un peu de quad à la fin, et si votre découpage hebdomadaire vous le permet, et de rajouter une séance aussi à dominante fessier, mollet, etc. Mais après ça c'est une règle un peu d'ordre général, c'est-à-dire que si vous faites pas un groupe musculaire 2 fois dans la semaine, c'est compliqué de vraiment exploser dessus quoi. Voilà. Comment mixer haltéro et muscu pour performer? Ça dépend de l'objectif. Si ton objectif c'est d'être très bon en haltéro, il y a un truc qui revient beaucoup, qui a été un peu délaissé de 2010 à 2018, 2019 un peu, c'était de dire la prépa physique avant tout et le sport ensuite. Mais maintenant, c'est pas maintenant, mais c'est qu'en fait les trends, vous savez, dans tous les milieux, il y a des modes, il y a des courants. En parlant de ça, je m'appuie beaucoup sur l'exemple du rugby, qui dans les années où moi je jouais encore, de 2008 à 2015, 2016, on était beaucoup sur des physiques monstrueux, que ce soit l'hémisphère sud, le top 14 et tout. L'Angleterre, les gars étaient buffs outre mesure, parce que la part était donnée à la prépa physique, pas à la place du rugby, mais en tout cas c'était, bon, plus les mecs sont physiques, buffs, courent vite, meilleurs ils seront. Alors que non, en fait n'importe quel sport les gars, il faut bien vous dire que rien ne remplace cette pratique du sport. Et donc pour recentrer sur la question, l'haltéro c'est quoi? C'est un sport. Quand je dis c'est un sport, c'est-à-dire c'est une discipline qui est une discipline olympique, et comme toute discipline olympique, elle a des patterns. C'est un pattern gestuel, c'est-à-dire une typologie de mouvement qui lui est propre. Et c'est une typologie de mouvement qui lui est propre et qui demande d'être pratiquée. Et il faut éviter de la parasiter avec trop de mouvements annexes. C'est-à-dire qu'en haltérophilie, il y a 2 mouvements, à savoir l'arraché et l'épaulé jeté. Ces 2 mouvements sont les 2 mouvements sur lesquels vous allez vous tirer la bourre quand vous faites de la compète en haltéro. À côté de ça, les haltérophiles utilisent des mouvements d'assistance, comme le squat claviculaire, le squat nuque, le développé strict. Par exemple, le développé militaire, c'est un mouvement qui va venir vous rendre plus fort sur votre jeté, sur l'impulsion de votre jeté, sur le verrouillage au moment de réceptionner votre barre, etc. Mais tout ça, c'est des mouvements qui ne sont pas faits dans le but de vous faire prendre des pecs, vous faire prendre du dos, de vous faire prendre des épaules. C'est des mouvements qui sont faits dans le but d'améliorer votre réception de barre en flexion complète, votre impulsion sur le jeté, votre verrouillage du coude sur le jeté, votre solidité au moment de réceptionner la barre. C'est-à-dire que quand
quand les haltérophiles ils font du squat bras tendu, donc de l'overhead squat, ils le font pour renforcer leur réception à l'arraché. Ils le font pas en se disant ça va me faire prendre du dos, etc. C'est des bénéfices qui sont annexes, qui sont secondaires. Donc si tu es haltérophile en club et que tu veux améliorer tes résultats en haltéro, il faut faire de l'haltéro et il faut faire confiance au process et à tes entraîneurs en faisant les mouvements qui sont bénéfiques pour ces deux mouvements-là. Maintenant, si tu as une approche un peu comme moi, un peu hybride, ou comme des mecs, je vous invite à vous rapprocher de, par exemple, Will Rattel. C'est un mec que j'aime beaucoup, qui était ancien footballeur américain, qui n'a pas eu une carrière en NFL, mais bon, qui a été drafté, etc. Maintenant, qui est préparateur physique, donc c'est vraiment l'école nord-américaine de la prépa physique, etc. Ça, c'est des gars qui font un mix un peu d'haltéro et de muscu. Mais après, c'est aussi, il faut cycler, c'est-à-dire que tu peux aimer l'haltéro, aimer la muscu, en l'occurrence un peu comme moi, mais te dire que l'haltéro, à proprement parler, avec des mouvements complets, le ratio risque-bénéfice ou temps passé versus satisfaction, il n'est pas vraiment rentable quand tu as un niveau pourri comme moi, par exemple. Donc ce qu'il faut faire, c'est des mouvements semi-techniques, comme je fais à l'heure actuelle, à savoir de l'épaulé-puissance, des pare-cuisses, par exemple, ou tu peux faire des pare-plots, etc. C'est des mouvements qui vont enlever des paramètres techniques, mais qui vont quand même te permettre de restituer le pattern final, à savoir exploser, à savoir chuter sous une barre, à savoir appliquer un temps de vol à une charge, etc. Et ça, tu peux le faire en parallèle d'une pratique muscu. Pourquoi ? Pour garder une composante explosive dans ton panel de qualité physique. Versus si tu ne fais que de la muscu avec des tempos, des séries de 10-12, oui, tu vas être fort. Oui, tu vas être buff, et j'insiste sur le oui, tu vas être fort parce qu'on peut prendre de la force sur de la chest press, contrairement à ce qui a été longtemps dit dans le milieu de la muscu. Par contre, tu vas pas être explosif. Si tu as fait pendant 15 ans de la chest press et de la leg extension, tu seras pas explosif. C'est-à-dire que tu pourras pas derrière transférer ça sur des activités physiques telles que un sprint par exemple, ou un saut en longueur, ou un saut vertical. Ça, c'est des choses que tu vas pouvoir appliquer si tu fais en parallèle des mouvements qui te demandent d'être explosif, qui te demandent de la coordination motrice, de la coordination gestuelle, qui te demandent de synchroniser un transfert de force du bas du corps vers le haut du corps par exemple. Et ça peut se faire que si tu mixes ta pratique de la muscu avec de la pratique de l'haltéro. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire les gars que je fais du coaching en ligne, que j'ai pas mal de clients à l'heure actuelle, et que si vous aimez ma manière de m'entraîner, ma philosophie, vous avez juste soit à commenter la vidéo, soit à m'envoyer un petit DM sur Vinchevski, ma page Instagram, et qu'on pourra discuter de votre planification. As-tu des objectifs de force? Alors j'ai des objectifs de maintien de force, je dirais. Comme j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo, là je suis en reprise d'un cardio descend. Cardio descend pour moi en course à pied, ça veut dire idéalement descendre sous les 45 minutes, ce que j'ai jamais fait. Voire aller chercher les 40 minutes à moyen terme, ce que j'étais pas loin de faire je pense l'année dernière avant de me blesser. Cardio descend pour moi en course à pied, c'est un 10 km sans me forcer en 47 minutes quoi, vous voyez. Puis c'est un semi en 4,50 du kilomètre, ça c'est cool. Donc non, j'ai pas d'objectif de force. Si là j'ai pour objectif de repasser, de repasser 90 en développé militaire. Pour info, 90, il y a quelques années, c'était mon CRM, que j'avais 2 reps à 102 kg à peu près. Voilà, j'aimerais bien repasser des triplés en épaulé, des pare-cuisses à 115, 110, 115 kg. Des choses qui sont dans la moyenne haute, qui sont pas ouf, on est d'accord, au regard de ce qui se fait en termes de meilleurs perfs ou même en termes de ce que moi j'ai eu fait. Mais après, il faut avoir conscience aussi même si je suis le premier à vous dire que, sans tape de votre âge, etc., mais je peux décemment pas aller chercher mes meilleures barres. Je veux toujours rester au-dessus de la moyenne, comme je le dis toujours, parce qu'il y a mon ego qui me fait dire que j'ai encore le temps avant d'abandonner ma quête d'un beau physique et de belles performances. Par contre, j'ai plus à cœur d'aller chercher 200 squats ou des choses que j'ai eues il y a quelques années. Mes standards actuels, voilà, si je dois synthétiser, ça serait de dire 160 en back squat, 90 en militaire, 220, 230 en soulevé de terre, 220. Je dirais 220 parce qu'au-delà de 220, je sens que maintenant je suis toujours un peu en train de flirter avec une sacro-iliaque qui va bouger un peu et du coup je vais me faire une lombalgie. Du coup après pendant 10 jours je suis un peu pénalisé, etc. Donc finalement c'est pas intéressant. Donc voilà, 220 en soulevé de terre, 90 en militaire, 110, 115 au développé incliné à 45 degrés. En parallèle de ça, d'avoir mon 10 km en 47-48, un semi en 4,50 du kilomètre. Voilà, c'est un peu mes objectifs du moment et c'est un peu les trucs que j'aimerais pouvoir garder le plus longtemps possible. Donc je cherche pas à aller au-delà de ça. Par contre, je cherche déjà à maintenir tout ça avec une compo corporelle aussi attrayante, c'est-à-dire que je peux aller chercher bien plus rapide en course
en perdant beaucoup de poids. Je peux aller chercher bien plus lourd en muscu, soit en prenant un peu de poids, soit en arrêtant de faire du cardio, mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt, moi, ce que je veux, c'est vraiment rester agile, rester un peu sur tous les aspects des qualités physiques finalement. Ton avis sur le nouveau forum Aide Miracle que sont les peptides? Donc vous le savez, je vis à Dubaï. Alors je sais que maintenant en France, ça arrive fort, ça se démocratise, je le vois sur Instagram, on me le dit. Le BPC, je pense même l'Ozempic, tout ça, mais j'ai jamais moi osé sauter le pas, je vous avoue, que l'année dernière, même encore en début d'année, quand ça me prenait vraiment la tête, mon tendon d'Achille, je me suis dit putain, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi à Dubaï qui consomment ces peptides-là pour la guérison. Pourquoi je le ferais pas? Parce que je vois aussi, même dans des athlètes que je suis, notamment américains et tout, que c'est efficace et que certains ont guéri des blessures, des lésions musculaires, des lésions tendineuses, quasiment miraculeusement avec ça. Mais au même titre que j'ai jamais sauté le pas du dopage, au-delà de l'éthique plutôt parce qu'il y avait aussi ce côté, je sais pas comment mon corps réagit et j'ai pas envie de potentiellement tomber malade ou me créer des problèmes de santé à cause de ça. Et aussi drôle que ça puisse paraître, parce que peut-être certains vous pensez que je suis très tête brûlée et que c'est vrai que je consomme abusément du pré-workout depuis 20 ans maintenant. Mais au-delà de ça, j'ai toujours un peu cette appréhension de me dire, attends, et en plus les peptides, à l'inverse des stéroïdes, je dirais, c'est que ça n'a pas été testé sur l'humain encore. À l'inverse peut-être de la testo, où maintenant on sait ce que ça fait. On connaît les effets secondaires, on sait que certains n'en ont pas avec des doses de mammouth, on sait que certains en ont beaucoup, enfin un peu ou beaucoup avec des petites doses, etc. Autant les peptides, on ne sait pas vraiment ce que ça fait finalement. Alors après, encore une fois, et je côtoie aussi des gens qui prennent du Retatrutide, là, donc pour la perte de poids, pour sécher, et ça fait des miracles, sincèrement. C'est pour ça que si je réponds juste à ta question, en fait c'est pas bullshit mon gars, parce que j'ai vu des gens changer de composition corporelle avec 6 semaines de Reta par exemple, ou j'ai vu des gens guérir d'une tendinite de zinzin au coude avec du BPC. Donc je pense pas que ce soit bullshit, je pense juste qu'il n'y a aucun recul. Mais après c'est toi et ta chance, c'est toi et ton envie d'expérimenter des choses. Par contre, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure un peu sur le sujet de l'obésité, c'est que par exemple si on prend les suppresseurs d'appétit, les choses comme ça, effectivement on ne sait pas à moyen ou à long terme les effets sur la santé. Par contre ce qu'on sait, c'est que de faire 160 kg et d'être obèse, on connaît les effets nocifs sur la santé, on connaît les effets sur les artères, sur le diabète, sur des potentiels infarctus, etc. Et ça on le sait, et on sait que chaque année que vous passez avec 20, 30, 40, 50 kilos de surpoids, on sait d'autant d'années que vous réduisez votre espérance de vie. Et en fait après au bout d'un moment, quand on est dans des cas extrêmes de mauvaise santé, je pense que dans ces cas-là ça vaut le coup de prendre le pari de se dire ok, j'ai 60 kilos à perdre, je suis en obésité morbide, ma vie quotidienne est pourrie parce que y a aucun de mes paramètres physiologiques qui ne fonctionnent correctement. Est-ce que ça vaut pas le coup d'expérimenter un peptide pour la perte de poids qui va peut-être en 3-4 mois m'enlever 25 ou 30 kilos plutôt que de potentiellement mourir d'un infarctus dans 5 ans ou dans 2 ans ou dans 8 mois. Et là je pense que ça vaut le coup de le considérer, et à mon sens, je le dis, ça vaut le coup de le faire je pense. Parce que encore une fois, il faut mettre en face risques et bénéfices. Les risques de rester en obésité morbide, ils sont très 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 graves et très importants pour votre santé. Versus peut-être d'éventuels problèmes de santé si vous restez X mois ou X années sous tel ou tel peptide. Voilà. Par contre, si vous avez 5 kilos, même 10 kilos à perdre et que vous avez juste pas le mental de faire la diète, ou vous êtes un peu défeignant ou vous faites pas de sport, là effectivement, comptez pas sur les peptides pour perdre du poids. Vous êtes juste faible mentalement, donc c'est juste reprenez-vous en main, bougez-vous le cul et faites les efforts. C'est toujours en fait où est-ce qu'on place le curseur de ce dont on a besoin, est-ce que c'est de l'urgence et quels sont les sacrifices qu'on est prêt à faire. Mais encore une fois, faire 150 kg de poids de corps, c'est tout simplement sacrifier sa santé. Ton avis sur l'avancée de la complaisance générale dans la médiocrité de notre époque? Waouh. C'est des sujets de philo ça les gars. À mon avis c'est que ça pue la merde. Là pour le coup je vais pas développer 2 heures. Ça pue la merde. C'est ce contre quoi je me bats dans ma vie personnelle. Enfin le développement de soi-même, le refus de la médiocrité, c'est ce que je prêche en fait. Donc en me demandant ça, je pense que tu as déjà un avis sur ma réponse. Un de mes mantras sur les réseaux c'est une seule vie pour devenir meilleur. Et j'aime bien un peu cette symbolique de une seule vie. Alors une seule vie effectivement, si on prend heure par heure, jour par jour, c'est très long. Mais ça va très vite. Je m'en rends compte, c'est-à-dire que je suis à 1 an et 3 mois d'avoir 40 ans. La médiocrité, ça va vite et ça arrive parfois sans prévenir, je pense. C'est-à-dire que de constamment remettre à demain, de constamment procrastiner, de constamment... Et j'ai partagé un réel il y a 2 jours là, sur Instagram de Ido Portal qui résume ça en fait. Il dit « Ne devenez pas bon
à ce que vous faites bien déjà. Devenez bon à ce que vous ne faites pas du tout. Et même moi, je vous le dis, mais je me l'applique sans me l'appliquer. Je me contente au final d'apprendre ou de perfectionner des langues que je parle déjà, au lieu de me challenger sur une langue que je ne parle pas du tout, par exemple. Ou je me contente de faire des sports que j'aime. Je me lance pas dans des sports que je n'aime pas ou que je n'ai jamais pratiqué. Après, il y a aussi le facteur temps. Évidemment, on peut pas tout faire, on peut pas. Mais c'était ça aussi le pourquoi j'avais créé Attitude 60. C'était pour se challenger sur des trucs, soit qu'on ne prend pas le temps de faire, soit qu'on pense ne pas avoir le temps de faire. Et dans le challenge, il y avait de lire tous les jours 10 pages d'un livre. Il y avait tous les jours de passer 1 heure sans son téléphone, dehors, dans la nature, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, etc. Tout ça, c'est des choses qui vous gardent à distance de la médiocrité parce que déjà, c'est des trucs qui vous demandent un petit peu de volonté. Et c'est ça, je pense, refuser de devenir médiocre, au-delà de la surenchère peut-être à l'inverse qu'on voit un peu sur les réseaux et qui même moi parfois m'agace de voilà, maintenant on se contente plus de faire un Ironman, c'est un Ironman par jour pendant une semaine. Et ensuite, c'est un Ironman par jour pendant un mois. Vous voyez ce que je veux dire un peu, c'est cette constante surenchère qui a pris beaucoup d'ampleur avec l'essor et la renaissance des sports d'endurance, je dirais. Mais c'est pas ça le problème. Ça, c'est des extrêmes. C'est oui, vous allez me dire, ouais, mais eux, ils sont anti-médiocrité. Non, parce qu'au final, ils poussent très, 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 très loin à l'extrême le curseur dans des choses dans lesquelles ils sont déjà exceptionnellement bons. C'est-à-dire que quand on est capable de courir 100 km, c'est moins dur de se challenger pour courir 300 km. Versus, c'est beaucoup plus dur de courir un marathon quand on n'a jamais couru plus de 10 minutes dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est commencer par déjà mobiliser vos ressources psychologiques et physiques sur les petites choses du quotidien que vous aimeriez faire mais qui vous font peur ou que vous pensez ne pas être capable de faire. C'est déjà ça pour repousser la médiocrité. Pensez pas déjà à l'extrême. Par contre, voilà, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, de maintenant cette nouvelle trend de dire je suis gros et c'est ok. En fait, je déteste ce et c'est ok parce que en anglais, quand on dit quelque chose, it's ok, ça veut dire ça pue la merde en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous sortez d'un film et que vous êtes allé voir un film et que vous demandez à votre pote how was the movie et qui répond was ok, ça veut dire ouais 4 sur 10, 5 sur 10. On ne veut pas être des 4 sur 10, on ne veut pas être des 5 sur 10. Donc refusez juste ça. Voilà, si je devais synthétiser, c'est refuser d'être des 5 sur 10. Acceptez qu'il y a des domaines dans votre vie où vous allez être des 6 ou des 7, mais qu'il faut qu'il y ait des domaines où vous allez être des 8, des 9 ou des 10. Et que finalement, la moyenne fait que vous serez à 7 ou à 8. Et je pense que c'est ça le challenge, c'est d'accepter qu'on ne peut pas être 10 sur 10 partout, mais par contre, il faut en aucun cas accepter d'être à 4 ou 5 sur 10 dans tous les aspects, quoi. On va faire un peu des abdos là, avec l'espèce d'elliptique pour Ave, là, et un peu de pump avec les disques aussi, là, les poids là, qui sont ici. Voilà. Ça, les amis, c'est comment faire les abdos quand on a de l'imagination et qu'on n'est pas en salle. Petite isométrie en front hold. Donc là, c'est vraiment focus deltoïde antérieur et aussi on va dire le haut du dos, quoi, au global. Superset avec, vous avez vu, des tirages mentons pour les trapèzes, etc. Le haut du dos, voilà. Donc très cool, c'est un truc que je fais très souvent quand je suis ici. Et pareil, c'est un truc que vous pouvez dupliquer en salle. Parfois on me dit ouais, comment on fait pour avoir un gros coup? Comment on fait pour avoir des trapèzes? Eh ben, cherchez pas toujours midi à 14h les gars. Prenez une plate, idéalement avec poignée, comme celle-là. Et faites-vous ça, des séries de 20-30 secondes d'isométrie, enchaînées avec donc des tirages mentons. Vous pouvez le faire avec des shrugs aussi. Et aussi ce qu'on appelle des tours du monde, vous voyez, donc des circonvolutions autour de votre tête avec un disque. Tes conseils pour développer les différentes compétences d'un bon orateur. Je pense pas du tout être quiconque pour donner des conseils sur comment être un bon orateur. Cependant, ça paraît présomptueux, ça paraît légitime, je sais pas. Je pense être un bon orateur. En fait, je pense juste que pour être un bon orateur, il faut déjà, et c'est je pense mon avantage, c'est aimer les jolies phrases, aimer les mots, aimer les jolies phrases, aimer les belles constructions. C'est vraiment ça que j'ai toujours aimé. C'est vraiment cet amour de la belle phrase, de la phrase juste, de la phrase qui fait mouche, comme on le dit aujourd'hui, la punchline. Mais la punchline, c'est pas vraiment être un bon orateur. La punchline, c'est surtout, la punchline, c'est un peu la manière vulgaire d'appeler un aphorisme finalement. Un aphorisme, c'est une phrase courte, mais qui fait mouche. C'est une phrase courte, mais qui en quelques mots va aller directement au point voulu et en général susciter une réaction, que ce soit
de l'étonnement, de l'offuscation, que sais-je. Voilà, c'est vraiment ça. Et après, comme toute qualité qu'on aimerait développer, que ce soit l'écriture, d'être un bon orateur, etc., c'est de le pratiquer en fait. Un bon moyen de devenir un bon orateur, je pense, c'est de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire d'avoir une caméra en face de vous et de vous dire, après tout, je suis légitime pour parler devant une caméra. Ça veut pas dire que ce que vous allez raconter va être intéressant, ça veut pas dire que la manière dont vous allez le formuler va être bien formulée, mais ça, en tout cas, c'est de l'entraînement, c'est de l'exercice. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'après on se regarde, on s'écoute. Et on se dit putain mais c'est n'importe quoi, mais je m'exprime mal, j'ai toujours le même mot qui revient et moi je sais qu'il y a beaucoup de vidéos YouTube au début, je m'insupportais parce que j'avais l'impression de répéter toujours les mêmes phrases ou de ponctuer mes fins de phrases par toujours le même mot, un peu récurrent qui veut rien dire, un peu parasite. Et en fait c'est à force de s'écouter et de se regarder parler que finalement on corrige un petit peu ces tics de langage en acceptant aussi que les autres, les proches, des gens qui vous veulent du bien, en général c'est mieux, qui vont regarder la vidéo et qui vont vous dire ah mais Vince tu dis toujours ça, ou ton intonation elle est toujours comme ça, essaye de corriger ça. Et ensuite, c'est de se remettre en question et c'est de se dire oui, c'est vrai, il a pas tort, elle a pas tort. Je pense que je peux faire mieux. Et en fait, au fil du temps, on devient un meilleur orateur. C'est comme les podcasts aussi, je pense que ça m'a fait beaucoup progresser dans mon art oratoire. En tout cas, je sais que je suis un meilleur intervieweur au début, après 30 podcasts, que je l'étais au début. Parce qu'au début, j'étais encore trop, par exemple, focalisé sur la caméra, l'image que j'allais renvoyer de moi, mes expressions faciales, etc. Alors qu'en fait, on s'en fout. On s'en fout parce qu'en tant que consommateur de podcast, on ne regarde pas les expressions faciales ou on ne regarde pas le visage de l'intervieweur ou même de l'interviewé. C'est le propos, c'est la substance qui compte. Si on en revient au podcast, c'est aussi un podcast où on va être un bon intervieweur, c'est un podcast qu'on a préparé. Quand on connaît l'invité, quand on sait sur quoi amener l'invité, quand on sait ses points faibles, quand on sait là où on va le piquer, là où on peut être un peu clivant. Donc voilà, donc c'est tout ça. Donc c'est de parler, c'est aussi de vous entraîner devant votre miroir. Il y a un film qui est chouette sur l'art oratoire, c'est Le Discours d'un roi, que je vous invite à regarder, qui est un film génial. Je vous le spoile pas, je vous dis rien du tout. Et après, il faut savoir que les chefs d'État, il faut savoir que les PDG, les dirigeants de grosses entreprises, c'est des gens qui sont coachés aussi en art oratoire. C'est des gens qui ont des coachs d'expression orale parce que, encore une fois, ça s'entraîne, c'est un skill. Donc ne complexez pas si la prise de parole en public vous complexe, vous met mal à l'aise, c'est normal en fait. Et moi, je me souviens par exemple que quand j'étais minot, quand j'étais au collège ou peut-être même au lycée, j'aimais pas trop aller au tableau. Versus, je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait la même configuration avec la confiance en moi que j'ai aujourd'hui, en tout cas sur ma capacité à m'exprimer devant un public, ça me dérangerait pas. Je pense que je serais très à l'aise au tableau, je serais très à l'aise devant mes camarades, je rougirais plus, je serais à l'aise pour faire des blagues, etc., etc. Mais c'est pareil en fait, ça demande de la pratique. Donc n'ayez pas peur, exercez-vous et acceptez que comme toute chose, au bout d'une fois ou deux, vous allez être mauvais, vous allez être parfois peut-être ridicule, comme tout le monde je dirais, mais que si vous n'abandonnez pas, dans 6 mois et dans 2 ans, vous serez super bon et vous serez meilleur que 90% de la moyenne finalement. Suis-tu une prog précise ou improvises-tu tes séances au jour le jour suivant ta prépa? Alors je suis pas une prog précise au sens où avant mes séances je fais ce que je fais à mes clients en l'occurrence, savoir sortir un PDF et lire exactement ce qu'il y a sur le PDF. Mais oui, je suis une prog précise finalement parce que je fonctionne par cycle. Si vous me suivez sur les réseaux encore une fois, vous voyez parce que je poste quasiment à chaque entraînement quelque chose. Et en fait j'ai toujours un objectif à court terme, un objectif à moyen terme et un objectif à long terme. En ce moment, depuis 3 mois, mes objectifs c'est de reprendre l'explosivité et en ce sens, je suis parti sur la même chose, un découpage de séances identiques depuis 3 mois, à savoir tous les lundis et tous les jeudis ou tous les vendredis, une séance bas du corps axé explosivité avec du hang power clean, avec des sauts, des parassis, avec des kneeling box jump. Donc oui, en fait, je fais toujours les mêmes séances pendant des cycles définis. En ce moment, j'ai repris, pareil, depuis 3 mois, j'ai repris le développé militaire. Donc je commence au moins une de mes 2 séances répulsion par semaine par du développé militaire. Quand je commence pas par du développé militaire, je commence par du développé incliné, soit à la barre libre, soit à la Smith. Et en deuxième mouvement d'assistance, je fais aussi du développé militaire. Donc oui, si vous voulez, je suis une prog précise en fonction de mes objectifs du moment. Est-ce que parfois mes objectifs, je dirais, soudainement changent? Oui, après c'est pas soudainement, mais c'est-à-dire que là j'ai senti que j'avais un besoin vraiment de reprendre le cardio. On sait que c'est un peu antagoniste de
reprendre une explosivité, comme je le dis des fois, de linebacker NFL, et en même temps de vouloir reprendre un 10 km en 47 minutes. C'est un peu antagoniste. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas complètement arrêté le développement de l'explosivité, j'ai pas laissé de côté mes séances bas du corps. Par contre, j'en fais plus qu'une par semaine parce qu'en parallèle, je fais 3 séances de vélo, 3 séances de run, et que je veux quand même un peu de fraîcheur au niveau des jambes. Vu qu'en parallèle, je fais aussi de l'assistance avec du leg curl, du leg extension et tout, ça laisse un peu des courbatures et j'ai pas envie que mes séances de cardio soient trop impactées. Et comme je vous l'ai dit, quand je fais du poids de corps, j'ai toujours aussi la même structure, à savoir, en général, j'essaie de totaliser une centaine de tractions, de totaliser 150-200 dips. En aucun cas, je fais des séances au pif. Sinon, en fait, on n'a pas des résultats comme j'ai pu avoir ou comme j'ai encore quand on s'entraîne de manière aléatoire. Par contre, est-ce que je me laisse parfois de la place à l'improvisation, à en faire plus que ce que je devrais certains jours si je me sens vraiment bien? Oui. Est-ce que les jours où je me sens un peu merdique, j'en fais un peu moins? Oui. Mais ça s'appelle pas improviser, ça s'appelle s'entraîner intelligemment. Qui que soit votre coach, que ce soit moi ou que ce soit n'importe qui, c'est pas parce que votre coach vous a dit de faire A que si vous vous sentez merdique ce jour-là, il faut faire le A à 100%. Ça veut dire que vous pouvez adapter, soit adapter l'intensité, soit adapter le volume de séries et d'exercices. Et à l'inverse, si vous vous sentez super bien et que votre coach, je sais pas, par exemple à la fin de votre séance, il vous a pas mis d'abdos et de gainage, mais que vous vous sentez super bien, que vous avez 20 minutes à tuer à la salle parce que vous attendez votre pote ou votre meuf ou machin, et que vous avez envie de vous faire un peu d'abdos et de gainage, faites un peu d'abdos et de gainage. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez pas non plus obtus, peureux de vous dire oh là là mon Dieu, j'ai fait 4 séries de 20 relevés de jambes à la barre, j'espère que ça va pas pénaliser ma planif. En aucun cas ça va le faire. Soyez pas idiots non plus, vous voyez ce que je veux dire? En fait, on en revient toujours à la même chose. Il y a ce que dit la science, il y a ce que dit votre coach, et il y a aussi quelque chose qui n'a pas de prix qui s'appelle l'expérience. C'est faites-vous confiance et mettez un peu d'instinct, je dirais, dans votre entraînement. Et même comme je l'ai dit tout à l'heure en début de séance à la question de Sylvain de quel conseil je me donnerais au mois d'il y a 10 ans, c'est faites-vous confiance. Faut-il passer plus de temps dans sa cuisine qu'à la salle? En sèche, prise de muscle, maintien de forme? Très bonne question. Il y a 2 réponses qui sont communes dans le monde de la muscu, et les 2 réponses se valent et se contredisent. Donc c'est un peu délicat, je trouve, de répondre, mais je vais vous parler de mon cas concret en ce moment, à savoir que j'ai envie de sécher parce que c'est l'été et que je vous l'ai dit tout à l'heure, dans 4 semaines je suis en moule bite à la plage et que là je me trouve dégueulasse, je me trouve pas sec. En parallèle de ça, en ce moment, depuis 3 semaines, 1 mois, j'ai repris le cardio intensif. Donc vous allez me dire, t'as repris le cardio, en même temps t'as pas arrêté la muscu, tu vas sécher, tu vas avoir un physique de zinzin. Donc je suis en bonne voie, ça sèche, ça se définit, mais je suis loin de ce que je veux en apparence. Et moi, le fait de reprendre beaucoup le cardio, comme je le fais, à hauteur de 4-5 heures par semaine, ça me donne d'énormes fringales, ça me donne d'énormes envies de sucre. C'est mon point faible. Moi, mon point faible, c'est pas les burgers, c'est pas les pizzas, c'est pas les chips, tout ça, je peux m'en passer, le fromage, tout ça, j'en ai rien à secouer. Moi, mon point faible, c'est les pâtisseries, c'est les bonbons, c'est les gâteaux, les céréales pour enfants, les trucs comme ça. Et en ce moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une dépense énergétique qui a doublé par rapport à il y a quelques semaines. Mais en parallèle de ça, j'ai un apport calorique qui n'a pas doublé, fort heureusement, mais qui a augmenté un petit peu, et en plus qui a augmenté dans une catégorie d'aliments qui n'est pas la bonne, à savoir les sucres rapides, les bonbons, les choses comme ça. Donc c'est bien parce que ça me fuel pour mes séances, ça me nourrit, ça me permet d'avoir des calories, mais ça m'empêche de perdre du poids parce que je me crée des fringales, je me crée des envies de sucre avec toutes ces séances de cardio. Donc si je voulais sécher réellement, je veux sécher réellement, mais en fait je me connais et je sais que j'ai pas besoin de 4 semaines pour être comme je voudrais être. J'ai besoin que de 2 semaines réellement, donc j'ai encore un peu le temps. Mais si vraiment je voulais sécher énormément, si c'était vraiment mon objectif, ce que je ferais, c'est que j'arrêterais le cardio un peu à haute intensité. Je ferais du cardio à très basse intensité, ce que moi je ne fais pas. C'est-à-dire que quand je cours ou que je fais du vélo, je suis quasiment tout le temps au moins sur mon premier seuil. Je suis sur mon 2e seuil, on va dire la moitié de la semaine, et je suis souvent sur mon premier seuil. Donc en fait, c'est pas de la basse intensité, donc c'est du cardio un petit peu intense. C'est du cardio qui consomme un petit peu d'énergie, qui augmente un petit peu la dette de fatigue. Donc ça, c'est du cardio que j'arrêterais complètement si je voudrais vraiment sécher, et je ferais finalement ce que font les bodybuilders, à savoir de la zone 1, parce que finalement les bodybuilders ils font même pas de la zone 2, ils font de la zone 1, c'est-à-dire de faire des escaliers à une intensité que même ton arrière-grand-mère peut faire, ou de marcher sur un tapis, des choses qui ne créent pas qui n'augmentent pas l'appétit, en tout cas le mien. Et ensuite il faut vraiment être en déficit calorique. Il faut bien vous dire les gars que si vous pensez être à la diète, mais que le lendemain ou 2 jours ou 3 jours après vous n'avez pas perdu 1 gramme, faut pas chercher midi à 14h, faut pas vous dire mon métabolisme il est bloqué, faut pas vous dire ouais j'ai trop fait ci, j'ai trop fait ça, mon corps il répond plus. Non, c'est juste
t'es pas en déficit calorique, frérot. C'est-à-dire que si tu maigris pas, alors que tu penses faire ce qu'il faut pour maigrir, bah ça veut dire que tu manges trop de calories. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Et on voit beaucoup de réels sur Insta maintenant qui schématisent beaucoup ça, le oui mais je mange sain. Oui mais tu manges sain au sens, peut-être que ton avocat il est bio, peut-être que ta tartine de saumon machin avec ton pain au levain, etc. Oui d'accord, mais une tartine avec une tranche de pain au levain épaisse comme ça, avec du fromage à tartiner, du saumon fumé et de l'avocat, même si tu as acheté tout ça, l'avocat circuit court, le saumon fumé d'Écosse bio, mon cul sur la commode, bah ça fait une tartine à 900 calories mon pote. Versus si au lieu de ça tu as mangé un Twix ça fait 245 calories, j'en sais rien. Et ben pour ta perte de poids, juste pour ta perte de poids, vaut mieux manger un Twix que de manger une tartine avec du saumon, un avocat et du Philadelphia dessus. Donc en fait, il y a manger sain et il y a manger trop de calories. Et souvent, le manger sain / manger instagrammable, c'est-à-dire les granola balls, les acai balls, les tartines, les avocados toast, les choses comme ça, oui c'est beau, oui c'est des bons produits, oui les macronutriments sont bons, oui il y a des bonnes graisses, oui il y a tout ce que vous voulez, il y a des vitamines, etc. Mais c'est pas pour autant que c'est faible en calories. Donc c'est pas pour autant que si vous mangez ça toute la journée, vous allez maigrir. Encore une fois, on ne maigrit que quand on est en déficit calorique. Et en parallèle de ça, quand on veut prendre du poids, quand on veut prendre du volume, il faut avoir un léger surplus calorique. Et là, j'insiste bien sur le léger. C'est-à-dire que les prises de masse à base de gainers, de grands shakers de 1000 calories, qu'on s'en met 2 par jour, plus 3 repas à 1500 calories par jour, là, on prend du gras. C'est-à-dire que le ratio de la masse maigre que vous allez ajouter à votre corps en étant sous haute calorie, il n'est pas rentable. Vous allez stocker beaucoup plus de gras et vous n'allez ajouter que très peu de masse de tissu maigre, de tissu musculaire. Le surplus calorique est important, est intéressant quand on veut prendre du poids, mais il doit être mesuré et graduel. C'est-à-dire que ne passez pas de 2200 à 4500 calories par jour. Ça sert à rien. Vous n'avez pas besoin de ça. Si vous êtes à 2002 et que vous voulez prendre du volume, eh ben passez à 2006. Et si à 2006 votre poids ne bouge pas, bah passez à 2008, etc. Mais allez-y de manière graduelle. Ok les amis, j'ai bien kiffé faire ça là finalement parce que j'aime bien jacasser, ça vous a pas échappé. Et j'aime bien les Q&A, si vous avez aimé, notifiez-le moi dans les commentaires et je pourrais même faire ça à une fréquence de tous les mois par exemple. Il y a quelques créateurs fitness qui font ça, notamment Alec Blenny, Will Rattel et moi je me délecte un peu de ces vidéos parce que on a un peu les insides du mindset, des entraînements des gens et c'est là qu'on apprend finalement la philosophie de vie et d'entraînement de ces gens là plus que de voir un top 7 sur Instagram finalement qui reflète pas grand chose. Là je pense que vous en avez appris plus sur moi qu'en me regardant faire des tractions ou un squat. En tout cas les amis, merci beaucoup pour vos questions. Merci pour l'attention, l'amour que vous me portez. Certains depuis des années, j'apprécie beaucoup. Encore une fois, je suis vraiment partant pour me donner plus, reprendre très fréquemment les vlogs, les vidéos. Tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner, de mettre un petit commentaire, de mettre un pouce bleu et le top du top, c'est de partager la vidéo. En tout cas, prenez soin de vous. Il y a mon téléphone qui sonne, je vais devoir prendre l'appel. C'est du live, on s'en fout. Je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Insta. Ciao!